Ou tout simplement parce qu'elle a fait l'objet d'une arrestation, d'une garde à vue, d'un placement sous mandat de dépôt. Donc, cette obligation ou le respect de ce principe est d'abord pour les magistrats, donc les acteurs de la justice, mais également elle doit s'imposer aux hommes de médias. Le plan que je voudrais vous proposer est le suivant. D'abord une introduction, ensuite vous faire part donc des fondements juridiques donc de la présomption d'innocence, ensuite la mise en œuvre de la présomption d'innocence, la présomption d'innocence face aux médias, les défis et recommandations et une conclusion. Ce matin, je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on vous parle de la justice. Comment la justice est organisée, parce que beaucoup ne savent pas. Et c'est parce qu'ils ne savent pas que en réalité, on ne comprend pas les mécanismes et donc même la présomption d'innocence. Comment la justice de notre pays est organisée en matière répressive? Nous avons, on va dire, deux types d'organes. Il y a les organes de poursuite et il y a les organes de jugement. Nous avons l'enquête préliminaire, nous avons la phase d'instruction et la phase de jugement. À ces différentes phases, la personne en conflit avec la loi a même une dénomination précise. Durant la phase d'enquête préliminaire, on va l'appeler mise en cause. Vous êtes mise en cause dans une affaire. Durant la phase d'instruction, on va l'appeler inculpé. Parce que le magistrat instructeur va lui notifier les charges qui pèsent contre lui. Si le magistrat instructeur estime qu'il y a charge suffisante, donc il y a des éléments suffisants, il renvoie l'individu, donc l'inculpé, devant la phase de jugement. Cette phase de jugement, si nous sommes en matière délictuelle, c'est le tribunal de première instance, donc le tribunal correctionnel. Si nous sommes en matière criminelle, c'est la cour criminelle. Bien entendu, il y a des étapes avant le passage devant la cour criminelle, parce que la cour criminelle a son siège à la cour d'appel, donc le dossier va devant la cour d'appel, notamment au parquet général, et la chambre d'accusation qui délivre ce qu'on appelle, donc qui rend un arrêt de renvoi devant la cour criminelle. Devant la cour criminelle, la personne qui était d'abord mise en cause, ensuite inculpé, va être désormais appelé accusé. Il est accusé de. Il sera cette fois-ci maintenant jugé. La phase préliminaire, donc l'enquête préliminaire, il n'était pas jugé. On lui reprochait des faits. On a rassemblé des preuves. On a présenté au procureur de la République qui a ouvert une information judiciaire en déclenchant ce qu'on appelle l'action publique. Lorsqu'il déclenche l'action publique, c'est cette action publique qui sera jugée devant la cour criminelle ou devant le tribunal
correctionnel. Le procureur de la République, c'est l'organe de poursuite et non l'organe de jugement. Celui qui juge, pour le dire tout simplement, c'est le juge. Or, le procureur de la République n'est pas le juge. L'officier de police judiciaire n'est pas le juge. Et nous allons tout simplement comprendre pourquoi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait l'objet d'une simple convocation à la police judiciaire qu'on va mettre déjà un gros titre pour dire il est coupable. Alors que dans les différentes phases, il y a des filtres qui peuvent conclure finalement à l'arrêt de poursuite ou tout simplement à un non-lieu ou devant la phase de jugement à une relâche ou à un acquittement. Mais si vous avez déjà présenté l'individu comme le coupable, pour l'opinion, il est coupable. Puisque c'est ce que l'opinion a retenu. C'est ce qui est à la disposition, l'information qui est à la disposition de tout le monde. Mais les gens ne viendront pas, ne vont pas suivre le dossier et ne viendront pas durant la phase de jugement. Je voudrais vous inviter à venir assister aux audiences de la cour criminelle. Et peut-être que certaines personnes pourraient se retrouver dans certaines affaires où ils avaient déjà annoncé la personne coupable et malheureusement pour elle, devant la juridiction de jugement, la personne est relaxée ou acquittée. Comment rattraper tout ce que vous avez pu faire comme dégâts dans la vie de cet individu? Je voudrais donc en fait effectivement vous présenter la situation, le déroulement d'une procédure. Et vous dire que, en ce qui concerne donc la présomption d'innocence, la présomption d'innocence est donc un principe fondamental de la justice qui dispose qu'une personne accusée d'un crime ou d'un délit est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par un jugement définitif. Quand que la police débarque chez vous, armée jusqu'aux dents, qu'on vous arrête, que vous soyez gardé à vue, placé sous mandat de dépôt, il pèse, ou du moins on vous reconnaît toujours la présomption d'innocence. Parce que vous n'avez pas encore été jugé. Et comme je vous présentais alors, donc vous n'êtes pas encore devant la phase de jugement. Et la phase de jugement se fait à l'audience, en public. On ne juge pas les gens à la PJ. On ne juge pas les gens au bureau du procureur de la République. On juge les gens à l'audience, devant le tribunal correctionnel ou devant la cour criminelle. Donc, tout au long de ces phases-là, un journaliste, un homme de médias ne peut pas déverser ou donner l'information à ses lecteurs ou à ses téléspectateurs comme quoi M. Ambouroué a commis tel fait et qu'il est coupable. Ce principe donc de la présomption d'innocence est ancré dans plusieurs textes fondamentaux et impliqué dans la plupart des systèmes judiciaires. Ce n'est pas le propre du Gabon, c'est dans tous les systèmes du monde. D'ailleurs, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme qui, en 1789, qui vient l'imposer. Quel est le rôle des médias que vous connaissez vous-même? Les médias jouent un rôle crucial
dans la formation de la perception publique. Ils façonnent l'opinion en diffusant des informations. Les médias influencent nos pensées, croyances et convictions. À force d'entendre quelque chose à la télévision, vous dites c'est vrai. Donc par votre travail, vous influencez l'opinion. Vous faites en sorte que les gens aient des convictions. Mais au fur et à mesure, il y a d'autres qui restent sur ces convictions-là puisqu'ils ne font pas de recherche. Et c'est le plus grand nombre. Cependant, il est important de noter que les médias doivent respecter certaines limites pour ne pas provoquer la haine ou la violence et ainsi préserver la liberté d'expression dans le cadre de la loi. Vous avez le droit d'informer. Mais quoi informer? Quelle information distiller dans le public? Est-ce l'information du sensationnel? Est-ce l'information vérifiée? Est-ce l'information qui devrait amener la population à se lever ou à prendre pour acquis ce qui a été déjà présenté par vous, alors que vous-même, vous n'êtes pas juge? Quels sont donc les fondements juridiques de la présomption d'innocence? Elle trouve donc son origine, comme je le disais tout à l'heure, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et est reconnue donc dans diverses conventions internationales. La Constitution gabonaise également la reprend dans le préambule, notamment donc l'article 11. Et la Constitution nous dit que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auraient été assurées. Donc la Constitution vient nous dire, c'est au cours d'une audience qu'on reconnaît la culpabilité d'un individu accusé d'un fait répréhensible. Ce n'est pas dans le bureau du procureur de la République ou suite à la déclaration du procureur de la République par rapport à l'ouverture d'une enquête ou tout simplement par une brigade ou une unité de police judiciaire qui aurait procédé à une enquête, à une descente sur le terrain. Là encore, on devrait pouvoir dire que nous, ça nous amuse très souvent. On a l'impression que tout le monde veut devenir une vedette. Nous entendons de fois un reportage. Les hommes du commandant tel ont fait une descente à tel endroit pour interpeller X, Y, Z. Mais on ne doit pas connaître le nom de l'enquêteur. Parce qu'indirectement, peut-être cet enquêteur qui veut être une vedette, certainement. Mais cet enquêteur, peut-être parce que nous sommes encore dans un pays où il n'y a pas de représailles, mais un enquêteur est une personne, on va dire, qui doit garder l'anonymat. Or, ce que l'on constate, c'est que les médias, véritablement, encensent les enquêteurs. On donne les identités des enquêteurs pour montrer qu'en fait, c'est peut-être le meilleur enquêteur de telle unité. Vous, peut-être, vous pensez faire du bien à cet enquêteur, mais en réalité, vous l'exposez. Quand on a autorisé finalement, par exemple, les hommes de médias à avoir des pseudonymes. Pourquoi? Des fois, c'est pour protéger le journaliste. Comme je vous disais aujourd'hui, on va vous demander, vous aussi, de protéger les autres. Protéger les enquêteurs. Protéger les magistrats. On n'a pas besoin de connaître l'identité du juge qui a le dossier.
C'est la juridiction qui a un dossier. Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas M. Ambourou qui a le dossier. C'est la cour criminelle qui a le dossier. Donc il est important effectivement qu'ensemble, on puisse se dire qu'on doit mutuellement se protéger. Le code de procédure pénale, qui n'est pas en reste, vient également instaurer ou bien établir le principe donc de la présomption d'innocence en son article 3, qui dit que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Tant que la personne n'a pas été jugée, reconnue coupable, elle bénéficie du principe de la présomption d'innocence. Dans la pratique, comment ça se passe? Je vous disais déjà que nous avons, on va dire, 3 étapes. La première étape, c'est celle qui se fait dans les unités de police judiciaire, c'est l'enquête préliminaire. La loi dit que l'enquête préliminaire et l'instruction sont secrètes. Oui, les journalistes ont le métier d'aller dénicher les informations et porter ces informations au public. Mais tout ceci doit se faire dans le cadre de la loi et de l'ordre public. Vous devez vous-même également respecter donc la loi. Et vous devez savoir que l'enquête est secrète. Pourquoi elle est secrète? Parce que des fois, on peut venir interpeller M. Ambouroué. Vous, pour vous, dès qu'il a été interpellé, c'est qu'il est coupable. Ou on le reproche. Mais on peut venir l'interpeller parce que peut-être on estime que il a été témoin de quelque chose. On lui a envoyé une convocation, il a refusé de se présenter, on va l'interpeller. Il arrive là-bas, bon, il a certainement usé de résistance lorsque la police est arrivée. Pour ça, monsieur, on vous garde. Certainement, c'est pour une affaire de meurtre. Pour vous, monsieur Ambouroué est actuellement dans les geôles de la PJ. On lui reproche les faits de meurtre. Là encore, ce serait bien on lui reproche de meurtre. Ou monsieur Ambouroué, auteur du crime de. Là, c'est encore plus grave. Mes parents qui sont au village, qui sont à l'extérieur, qui ne sont même pas encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça va très vite. C'est-à-dire que vous n'avez même peut-être pas le temps d'informer votre famille qu'on vient à peine de m'arrêter au rond-point de la démocratie. Que quelqu'un vient, mais on a arrêté M. Ambouroué. C'est lui, l'auteur du meurtre de la dame qu'on a retrouvée au rond-point de Zanyon dans la Broussaille. C'est le titre que un journal sur Internet, sur les réseaux, a déjà balancé. Mais M. Ambouroué qui finalement, dans les heures plus sûres, se retrouve chez lui. Son voisin a lu ça. Ça, c'est pas M. Ambouroué que j'ai vu. Ah, là, c'est des hommes du pays. Là, c'est ceux qui l'ont payé encore tout le monde là-bas. Vraiment, la justice de ce pays, vraiment, vraiment, vraiment. Mais vous avez là, en réalité, porté atteinte à une enquête. Vous avez porté atteinte à la manifestation de la vérité. Parce que vous avez tout pris et vous avez mis. Et vous avez mis en présentant quelqu'un déjà de coupable. Donc en réalité, on ne doit même plus aller chercher quelqu'un d'autre.
C'est pourquoi la loi dit crée le caractère secret de l'enquête, parce qu'on ne doit même pas savoir qui a été gardé à vue, qui a été arrêté, qui a été entendu. Parce qu'une fois que X a été entendu, peut-être le principal auteur peut commencer à vaquer librement. C'est même lui qui va même faire des critiques, mais vraiment, monsieur Ambroise, c'est vraiment, mais c'est pas sérieux. Alors que c'est lui l'auteur des faits. Et vous avez définitivement mis la conviction dans l'opinion que c'est monsieur Ambroise. Donc toutes les enquêtes qui vont se faire par la suite, d'abord ça peut décourager les enquêteurs. Et puis finalement, les gens peuvent se dire que c'est une affaire définitivement réglée. Et pendant ce temps, d'autres personnes peuvent effectivement maintenant détruire les preuves. Ou les créer pour les mettre sur la personne de monsieur. L'enquête préliminaire est secrète. Communiquer, mais communiquer avec la réserve nécessaire. Et vous n'avez même pas besoin de donner les identités des gens. Mettez-vous à la place d'autres confrères pendant que vous êtes en train de faire une enquête et que vous êtes quasiment au bout du processus, de manière secrète. Un confrère vient déjà annoncer que voici un règlement, voilà ce qui se passe. Et cette information vient en réalité remettre en cause tout votre travail et en réalité détourner l'opinion sur la réalité des faits. Vous serez complètement déçus. Et vous savez, nous qui sommes dans la maison de justice, des fois lorsqu'on lit des coupures de journaux, on comprend que finalement, même les présumés auteurs de ces faits-là distillent des informations dans la presse. Très souvent, c'est pourquoi? Pour discréditer le juge. Discréditer le juge ou le procureur. Mais la justice, ce n'est pas une bataille d'opinion. Le juge ne cherche pas à être une vedette. Le procureur d'appel ne cherche pas à être une vedette. Et comme disait le procureur de New York dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn, parce que les journalistes ont tendance à vouloir opposer le procureur et le mis en cause ou la personne présumée d'avoir commis tel ou tel fait. Et que si finalement cette personne n'est pas reconnue coupable, c'est une défaite du procureur. Non. Le procureur est l'avocat de la société. L'avocat de la victime. Mais l'avocat également du mis en cause. Et nous verrons plus bas tout à l'heure, c'est que le procureur requiert à charge et à décharge. S'il estime qu'il y a des éléments suffisants pour pouvoir effectivement relever la personne des poursuites, il ne va pas dire j'ai envie de gagner ce procès-là comme un avocat ordinaire et ne pas mettre ces éléments de preuve. Et le procureur de New York disait que un procureur d'appel n'est pas là pour gagner des procès. Il est là pour la manifestation de la vérité. Son objectif, ce n'est pas gagner le procès. C'est que la personne qui a véritablement commis les faits soit jugée et reconnue coupable. Pas coûte que coûte, que celui qu'on a arrêté doit être condamné. Non, ce n'est pas ça le rôle du procureur de la République. Ce n'est même pas ça le rôle du juge. Le juge est là pour trancher.
au regard du dossier qui a été présenté. Le dossier seulement, et non ce qui circule dans la presse. C'est pourquoi vous verrez que très souvent, les magistrats n'aiment pas lire la presse. Parce que malheureusement, on le disait tout à l'heure, la presse influence les opinions. Bientôt, les sessions criminelles vont débuter. Il y aura des affaires que tout le monde a connues à travers les médias. Certainement, les médias vont reprendre, vont réchauffer. Avec le contexte qui a changé, on va encore dire beaucoup de choses. Mais ce qui est conseillé aux magistrats qui sont appelés à connaître de ces affaires, c'est de boucher les oreilles et de rester sur le dossier et rien que le dossier. Parce qu'on juge sur pièce. On ne juge pas sur ce qu'on a entendu dehors. Et les collègues ou nous, magistrats, qui nous sommes, qui à un moment donné, on a été amenés à dire, mais j'ai entendu telle chose dans la presse. Ah non, vous avez entendu dans la presse, mais est-ce que c'est dans le dossier? Tant que ce n'est pas dans le dossier, on ne peut pas en tenir compte. Et les jurés, donc les personnes, donc les personnes de la société qui nous assistent en matière criminelle pour connaître de ces affaires, on leur recommande de ne pas venir avec les opinions ou les journaux qu'ils ont lus concernant telle ou telle affaire. Vous venez pour écouter ce qui va se dire à l'audience, rien que ce qui va se dire à l'audience. Et vous ferez votre propre conviction. Deux fois, il y a des gens, puisque on demande aux gens, vous voulez poser une question, oui, mais j'avais entendu ça dans l'Union tel jour. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on a dit ça ici? Donc, ce qui veut dire que vous avez un rôle important à jouer. Dans la préservation des acteurs, l'anonymat, la préservation des acteurs de la justice, depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la phase de jugement. Vous avez un rôle à jouer dans la manifestation. Vous devez donc concourir à la manifestation de la vérité. Et pour concourir à la manifestation de la vérité, vous devez être prudent. Parce que vous n'avez pas le dossier. Et que peut-être celui qui vient vous donner ces informations-là vient en réalité vouloir créer un trouble dans l'opinion. Pour pouvoir effectivement bâcler ou obstruer le bon déroulement de l'enquête. C'est quoi en réalité donc pour le juge ou les acteurs de la justice la mise en œuvre donc la présomption d'innocence? C'est se dire que d'abord l'enquête doit être secrète. Ça voudrait dire quoi? Il n'est pas concevable que lorsqu'on fait des reportages, et on parle de ça, parce qu'en réalité tout le monde veut devenir star dans ce pays. Tout le monde veut passer à la télévision, tout le monde veut entendre son nom. Et vous êtes les premiers à savoir effectivement que le peuple ou les acteurs ou quelqu'un qui a une petite parcelle de pouvoir veut qu'on entende son nom à la télé ou dans les médias. On ne doit pas filmer des gens de fois complètement torse nu. Et nous avons vu tout dernièrement des faits qui se seraient déroulés à France. D'abord, c'est filmé par des enquêteurs. Dans la voiture où ils seraient allés interpeller le monsieur Curet. Je dis Curet. Moi-même, je suis prudent. Curet décapité toute une famille, et ainsi de suite. Et là, il filme. Oui, on l'a arrêté. Mais un juge sérieux, il rigole. Un avocat sérieux qui viendra défendre ce monsieur-là, il rigole.
Vous avez vu le visage du monsieur? Le visage tuméfié. Comme s'il avait déjà peut-être perdu son œil. Vous pensez que cet avocat qui aurait déjà cet élément-là, il a dit que mais, quiconque de sérieux, après avoir subi de tels sévices, pourrait rester et dire que non, ce n'est pas moi qui ai commis les faits. Dans cette salle-là, il serait peu nombreux. Il y a peut-être des gens qui résistent, qui supportent la douleur. Mais moi, en premier, j'aurais dit, oui, c'est moi. Mais pourtant, je n'étais pas France-Ville. Mais tellement j'aurais été bastonné pour demander d'arrêter, je vais dire, oui, c'est moi. Comment tu as fait? Mais comme j'ai entendu, oui, effectivement, j'ai fait ceci, je fais cela. D'accord. Ou bien on va me souffler ce que je dois dire. Mais quand ceci est relayé, pour ceux qui ne connaissent pas, vont commencer à dire qu'on ramène la peine de mort. Quand ce n'est pas votre parent, hein, qu'on ramène la peine de mort, que voilà tout ce monde-là qui ne doit pas vivre, que c'est grave, comment il peut faire ça? Voilà, regardez même son visage, il a le visage vraiment de grand bandit. Mais, cher monsieur, chères mesdames, on garde à vue pendant 2 jours, vous ne vous l'avez pas, vous verrez que nous ressemblons tous à des bandits. Tous. Mais nos amis et parents vont dire, ah non, je connais quand même tel, non. Donc au dernier soutien vont dire, non, c'est pas lui. Et puis après, les éléments de preuve vont dire, mais monsieur Ambroise, non, mais ce jour-là, il était à Libreville. Voici les preuves, il a assisté à une conférence. Comment on peut dire qu'il était à France? Il a quel don? Mais malgré ce combat qui va être nouveau mené par la famille de M. Ambroise lui-même, pour dire que ce n'est pas lui, mais il a reconnu. Il est passé à la télévision, il a dit oui, c'est lui. Il a dit même comment il a fait. Pour l'opinion en général, M. Ambroise, qu'on n'a plus besoin de le juger, en tout cas pour eux, il est coupable. Vous aurez détruit toute une vie. Toute une vie. C'est pourquoi nous devons, en réalité, chacun à son niveau, faire extrêmement attention à ce que nous publions. Parce que quand vous publiez, c'est peut-être, vous ne connaissez peut-être pas la personne. Mais je sais que parmi certaines personnes, parmi nous, de fois, vous avez publié une information. Et comme le Gabon est petit, après avoir publié l'information, on vient vous dire, dans votre journal, la télé est passée. C'est ton neveu? Ah bon? Vous avez déjà fait le mal. Et au cours de la réunion de famille, vous apprenez que non, mais ce n'est pas lui. Mais comment vous allez rattraper ça? Vous ne pouvez plus rattraper ça. Donc, l'enquête préliminaire doit être donc secrète. On ne doit pas filmer. Si vous allez filmer pour donner l'information, dites aux enquêteurs là, ah, moi, pour l'image de ma télévision, moi, je ne peux pas filmer ce monsieur-là avec son gros ventre comme ça dehors. Moi, ça ne va pas passer. Est-ce que vous pouvez quand même, parce qu'il n'est pas venu comme ça, est-ce que vous pouvez quand même mettre une chemise? Ou dans tous les cas, moi, je vais juste rapporter pour dire que non, il y a des personnes qui auraient été arrêtées, pour, dans les faits, pour l'affaire qui concerne tels faits qui se sont déroulés à tel endroit. Vous présentez les gens torse nu, diminués, ça ne fait pas bien. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Dakar ou au Sénégal? Ça doit également nous interpeller tous. Les policiers qui étaient des bourreaux de ces jeunes hommes. Les journalistes qui les présentaient comme les pas génocidaires, comme les terroristes.
comment ils vont faire demain? Alors que le journaliste qui ferait convenablement son travail, avec la prudence nécessaire, l'objectivité nécessaire, quels que soient les changements, dans tous les cas, il sera toujours reconnu. Mais, pas les fossoyeurs, mais les terroristes finalement, des médias, qui eux, dès qu'on prend quelqu'un, il faut effectivement le livrer à la vindicte populaire. Ceux-là, entre vous-même, vous savez. Et là, c'est sûr que c'était même au bar qu'il a eu cette information-là, il la balancer. Il n'a pas vérifié. Il aurait même pu appeler d'autres journalistes pour dire est-ce que vous êtes informés, est-ce que. Quelqu'un pourrait venir dire là tout à l'heure, s'il était venu il y a 40 minutes, oh mais Réagi a fait une conférence là-bas, oh mais il n'y avait même personne. C'était un flop. Mais parce qu'il est arrivé, il a pris une image, il a vu seulement 2 personnes, il est parti. C'est un flop. Comment vous dites un flop? Moi j'étais là-bas. Mais vous étiez là-bas quand même. Moi j'étais aussi là-bas. Mais après, il faut toujours vérifier. On n'est jamais sûr. Jamais sûr. Vraiment l'exemple vivant, tout à l'heure, on a débuté, on était à peine 10 personnes et voilà que la salle, au fur et à mesure, se remplit. Durant la phase d'instruction, le juge d'instruction a la possibilité donc de placer quelqu'un sur mandat de dépôt. On le met en ce qu'on appelle en détention préventive. On l'appelle, et pourtant effectivement d'autres personnes disent mais c'est la prison. Détention préventive, condamnés, ils sont même en droit. C'est quoi la différence? Mais la différence c'est que l'un est reconnu coupable et a été condamné. L'autre est là-bas à titre préventif. Parce que, on estime que les faits qu'on lui reproche sont suffisamment graves et que ça a causé un trouble à l'ordre public. Tout le monde a été ému, révolté des faits. On dit non, on va d'abord placer. On peut aussi placer quelqu'un en détention pour sa propre sécurité. Le juge peut dire, oui, d'accord, je vous inculpe, comme le procureur a engagé des poursuites contre vous, mais vous ne pouvez pas repartir au quartier là. Parce que tout le monde là-bas dit, d'abord, vous voyez comment dans quel état la population a dû vous déposer à la gendarmerie ou à la police. Si tout de suite je vous renvoie là-bas, peut-être qu'ils vont vous tuer. Donc, vaut mieux, pour votre propre sécurité, au moins ça me garantit également à chaque fois que j'aurai besoin de vous que vous puissiez revenir. Ça peut être le fait que bon, la personne n'a pas de domicile fixe. Donc ce qu'on appelle, il n'a pas de garantie de représentation. Il ne travaille pas, c'est un enfant de la rue. On se dit, mais si je le laisse partir, si j'ai besoin de lui dans 2 semaines, peut-être même le numéro de téléphone va plus passer. Et on va dire que non, mais le juge, certainement, il a pris de l'argent dans cette affaire. Ou le juge, c'est le parent de ce monsieur-là. Donc le juge peut dire, vous n'avez pas de garantie de représentation, on vous garde. Ou le juge peut se dire, si je laisse cette personne en liberté provisoire, elle peut aller influencer les témoins ou les victimes pour dire que non, voilà, allez dire que finalement c'est pas moi, ou bien celui-ci, ou pour détruire les preuves. Donc pour toutes ces raisons-là, le juge peut décider de placer quelqu'un sous mandat de dépôt et il est en détention préventive. Le juge ne l'a pas reconnu coupable. Et le juge d'instruction, il est là pour instruire. En fait, c'est une nouvelle enquête qu'il va être amené à faire. Comparativement à l'officier de police judiciaire, le juge d'instruction a plus de pouvoir. Le juge d'instruction a plus de temps.
la garde à vue 72 heures, le juge d'instruction peut maintenir en détention préventive en matière délictuelle 6 mois renouvelables une fois, donc 12 mois. Et avec l'autorisation de la chambre d'accusation, donc de la cour d'appel, 6 mois supplémentaires, ça fait 18 mois. Donc le juge d'instruction a plus de prérogatives et des moyens pour pouvoir effectivement mener en toute sérénité son enquête. À cette étape-là, légalement, il n'est pas coupable. Il a la possibilité d'avoir son avocat. Et le juge d'instruction a l'obligation de, et c'est ça aussi, donc le respect, donc, parce que le corollaire du principe de la présomption d'innocence, c'est le respect des droits de la défense. Il ne revient pas aux mises en cause, à l'inculpé de prouver qu'il est innocent. C'est au procureur de la République qui a décidé d'engager des poursuites contre lui, d'apporter les éléments de preuve. Donc vous ne pouvez pas venir dire à quelqu'un, mais prouve que tu es innocent. Non. Je veux prouver ça comment? Je ne peux que contredire les éléments de preuve qu'on va m'apporter. Le seul cas où effectivement vous avez l'obligation de prouver votre innocence, c'est en matière d'enrichissement illicite. On constate tout d'un coup que vous êtes subitement devenu riche. Que chez vous, les travaux sont en train de... On connaît votre revenu. On va vous dire non, non, monsieur. On vous poursuit pour enrichissement illicite. C'est à vous cette fois-ci, et c'est le seul cas où c'est à vous. Parce que nous, on constate que vous êtes subitement devenu riche, ça c'est fait, c'est pas discutable. Oh non, je fais venir les ballots de Mutuki, des États-Unis, et de rapporter les preuves de ça. Ça rapporte combien? C'est pourtant que vous avez maintenant un immeuble de 7-8 étages. C'est le seul cas où, effectivement, la charge de la preuve est renversée. Mais dans tous les autres cas, c'est à l'organe de poursuite, donc au ministère public, au procureur de la République, d'apporter les preuves. Et pour illustrer cela, à l'audience, le procureur de la République est une partie au procès. Au même titre que le prévenu, que la partie civile. Et le juge est là pour juger ces trois-là. L'un vient dire, Madame le Président, Monsieur le Président, Monsieur Ambourou est renvoyé devant vous pour répondre des faits de diffamation. Effectivement, en telle date, il se retrouvait à une réunion de famille et il a traité M. Malekou de... on va dire quoi? De tous les noms. C'est en présence de plusieurs personnes. Et que, rapporté à M. Malekou a décidé de déposer plainte. En enquête préliminaire, M. Ambourou a reconnu les faits. M. Ambourou, est-ce que vous reconnaissez? Non, mais Madame le Président, M. le Président, je ne reconnais pas. D'ailleurs, à cette réunion, oui, j'étais. Mais la réunion n'a plus lieu. Plus que le quorum n'étant pas atteint, on a dû tous nous démobiliser et chacun est rentré chez lui. Je suis arrivé quasiment au moment où tout le monde partait. À quel moment j'aurais tenu de tels propos? Qui est le témoin? On fait rentrer le témoin, c'est M. Eba. M. Eba, oui, effectivement, ce jour-là, M. Ambourou a tenu.
les informations que nous avons, monsieur, vous n'étiez même pas à la réunion. Plus que, on a dû vérifier le quorum, donc il y a eu une liste de présence. Votre nom ne figure pas sur la liste de présence, vous n'étiez pas à la réunion. Après avoir posé plusieurs questions à M. Eban. Oui, bon, madame président, en fait, ce jour-là, effectivement, je n'étais pas à la réunion. Quand moi je suis arrivé, c'était déjà, et tout le monde était parti. Et puis j'ai rencontré M. Abessolo qui m'a dit que, ah, M. Amboura ici, il a tenu des propos bizarres avec. Il a dit bizarre. D'accord. Mais bizarre, il y a quoi de diffamant, quoi. Voilà que, finalement, l'élément de preuve du procureur de la République, ce fameux témoin, est discrédité devant le tribunal. Et pourtant, dans la presse, on dit qu'il y avait des témoins. Et finalement, M. Amboura est relaxé. Ça n'a pas été la faute de M. Malékou d'avoir... Il a été induit en erreur. Voici la justice. Ça ne doit pas être des jugements hâtifs. On doit prendre le temps, vérifier et réunir tous les éléments de preuve. Pour revenir par exemple à l'histoire de Franceville, de ce monsieur-là, si Dieu nous donne vie, que les gens viennent assister ou aillent assister à son audience, vous risquez d'apprendre beaucoup de choses. Il est capable de vous dire à l'audience que non, moi je ne reconnais pas. Ce jour-là, on m'a tabassé. Je ne pouvais pas dire autre chose. Et il y a les preuves. Ça voudrait dire que l'aveu ne constitue pas la preuve principale. C'est pas parce que vous irez à la police et que vous interrogez quelqu'un. Oui, je reconnais, effectivement, c'est moi qui étais. Ce qui est encore plus grave de fois, ce sont des enfants de fois que vous filmez. Il y a eu des faits là, et je crois l'année dernière, deux petits garçons de 16 ans, 15 ans, qui auraient tué une petite fille de 15-16 ans. On a montré, vous voyez même comment les enfants même sont en train de battre. Ça s'est passé. Oh non, il a fait l'amour à la petite, et puis après il a étranglé. C'est quel enfant de 16 ans qui a fait l'amour, étranglé, et puis vous retenez, vous contentez de la déclaration. Mais regardez, des fois mettez-vous à la place, vous dites, si c'était mon enfant, si c'était mon petit frère, mon neveu, est-ce que ce serait bien? Cet enfant-là, vous avez gaspillé sa vie. On l'a présenté. Il est là, vraiment tout perdu. Oui, c'est moi qui ai fait. Oui. Est-ce qu'il comprend même? Ses amis de l'école sont informés, c'est le tueur. Lui, il a encore une longue vie. Si d'aventure, devant le tribunal, la cour, on dit qu'il n'est pas coupable, quand il va sortir de prison, mais sa vie est complètement détruite. Il y a quelques années, ça c'est pour les plus anciens, les plus jeunes peut-être ne le savent pas, on avait le maire de Toum. En matière de... C'était les premiers cas vraiment médiatiques voilà, ce qu'on appelait crime rituel. Le sénateur. On a présenté une première page de l'Union. Que celui, il aurait tué quelqu'un en Toum là-bas, il a enlevé les machines, les organes. Ce monsieur-là, il n'a même pas passé devant la phase de juge. Depuis l'instruction, il a bénéficié de monsieur. En fait, quand il est sorti, il était immense, grand, costaud. Il allait mourir quelques mois plus tard. Je peux en parler aujourd'hui.
d'une affaire que nous-mêmes nous avons connue, l'affaire Ikamboya Ndeka. Mais qu'est-ce que la presse n'a pas dit? Parce qu'on a interrogé, on a convoqué M. Ikamboya Ndeka à Lambaréné. Il a été entendu pendant plusieurs heures. Crime rituel, M. Ikamboya Ndeka, l'épaisseur de ma chaîne. Malgré le fait qu'il ait bénéficié d'un non-lieu. Jusqu'aujourd'hui, lui là, il mange les gens. Il tue les gens. Ça, il faut extrêmement faire attention. Extrêmement faire attention. Et comme je disais que, pour parler de cette affaire précisément, que les médias, au lieu de concourir à la manifestation de la vérité, cherchent à opposer le procureur et l'inculpé ou la personne mise en cause. Je me suis vu moi personnellement dans un journal, première page d'un journal, grande photo, toute la photo. Comme je m'appelle Juste Tambouroué, ils ont mis l'injuste Tambouroué. Est-ce que je connais ce monsieur-là? Moi, je ne fais que faire mon travail. Et mon travail n'est pas de gagner le procès. Mon travail, c'est la manifestation de la vérité. Si on vous a cité, on essaie d'avoir tous les éléments nécessaires pour voir si effectivement c'est suffisant pour vous présenter devant la juridiction de jugement et pour que vous soyez jugé. Mais en définitive, c'est la juridiction de jugement qui juge. Moi, en tant que maître de poursuite, je ne fais que poursuivre. Et donc, devant la phase de jugement, la personne également, il y a toujours les droits de la défense. Et pour finalement la consécration donc de la présomption d'innocence, l'enquête qu'on disait secrète, l'instruction qu'on disait secrète, devant la phase de jugement, on dit que c'est en audience publique. Pour que les uns et les autres, chacun vienne maintenant écouter pour dire est-ce qu'effectivement c'est vrai. Même si vous ne jugez pas, vous public, vous ne jugez pas. Mais vous pouvez effectivement vous retrouver à dire mais ce que j'avais lu dans la presse là, mais c'est pas ça, mais regarde, voici ce que le monsieur est en train de dire. Ou bien voici ce que le procureur est en train de dire, ou voici ce que le juge est en train de dire. Et puis finalement vous sortez de là complètement bien, alors vraiment. Il faut peut-être commencer à prendre avec beaucoup de pincettes ce qui se dit dans les médias. Bien entendu, ce n'est pas tous les médias, il y a des médias sérieux qui respectent l'éthique et la déontologie. J'ai vu, il y avait l'un des thèmes également, c'était l'écriture journalistique. C'est tellement là-dedans, vous avez dit, il faut toujours parler au conditionnel pour certaines choses. Conditionnel. Et les juges, toujours pour respecter le principe du le principe de la présomption d'innocence, le juge doit rester neutre, impartial. Parce que si le juge aussi a déjà beaucoup lu dans la presse, il vient là avec sa mission, d'ailleurs le matin, même quand il sort de sa maison pour dire bon, aujourd'hui je veux connaître l'affaire de tel. Comme on a maintenant tous le même réflexe, réseaux sociaux, on a déjà annoncé aujourd'hui telle affaire sera appelée devant la cour. Enfin, monsieur tel sera condamné. Vous lisez, vous. Mais ça joue sur votre subconscient. Et deux fois, si le juge n'est pas serein, parce que le média, qui est peut-être un média bien suivi, va commencer à dire que tout le peuple n'attend que ça. Et nous attendons M. Ambouroué, le juge d'urbation, le président de la cour, M. Ambouroué, face à ses responsabilités. Nous invitons le peuple gabonais à se présenter au palais de justice pour écouter la sentence. Si vous n'êtes pas serein,
Vous allez dire, ah, et même là, des fois, parce qu'avec la pression, votre propre parent ou votre propre femme peut vous dire, ah, chérie, qui a vu ce qu'on a, pardon. Vraiment, ah, je ne veux pas aussi qu'on ne sait jamais vraiment, il faut aller le condamner, monsieur. Voici la pression que les médias peuvent mettre sur la justice. Et vous savez, il faudrait peut-être que je vais... il y a une infraction qu'on appelle le discrédit sur la justice. Discrédit sur les jugements ou l'instruction judiciaire. Vous ne verrez jamais en France les journalistes dire que oh, tel juge, vraiment, c'est n'importe quoi, la justice se fait. Non. Ça également, nous devons effectivement revenir à des meilleures relations. Plus que la justice, notamment le procureur de la République, peut, sur dénonciation, ouvrir une enquête, un journal peut constituer par le titre d'un journal peut constituer une dénonciation. Sur la base de ça, le procureur de la République peut demander telle unité de police judiciaire, ouvrez-moi une enquête sur cette affaire-là. Comme élément, prenez le journal de tel média. La révélation qui vient à peine d'être faite là, on doit peut-être un peu creuser. Donc il y a une forme de partenariat. Mais si le rôle du journaliste c'est de dire, parce que veut défendre peut-être le mis en cause ou la personne soupçonnée, de discréditer la justice, discréditer le juge, discréditer même la décision qui est rendue, finalement, qui paye? C'est toute la République qui paye. Parce que si la justice de notre pays est discréditée, mais on ne n'ira jamais prendre un autre juge ailleurs pour venir juger. Ce sont les mêmes juges qu'on discrédite tous les jours. Qui vont connaître jusqu'au jour où le fameux juge là prendra la retraite. Il connaîtra forcément peut-être pas les mêmes affaires, mais il connaîtra forcément des affaires. Et si vous le discréditez, et qu'un jour finalement vous-même vous avez besoin de venir voir ce juge, dans quelles conditions vous arrivez? La justice, comme les médias, devraient être des partenaires pour la manifestation de la vérité. Ce qui est recherché, c'est la vérité. Pas d'abord la culpabilité. Pas d'abord la culpabilité, c'est la vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on a toutes les preuves? Parce que dans tous les cas, et comme dit l'adage, vaut mieux un criminel dehors qu'un innocent en prison. Par votre travail d'investigation, vous devez militer pour la recherche de la vérité et non protéger le présumé coupable ou discréditer la justice. Ça ne sert à rien et malheureusement on passe à côté de certaines vérités. Et c'est pourquoi deux fois, malheureusement, certains phénomènes persistent dans notre pays. Parce que malheureusement, il y a des événements de blocage qui font en sorte qu'on n'aille pas au bout du processus. Or, si tous les partenaires se disent chacun à son niveau, le journaliste n'est pas le juge. Le journaliste est là pour donner l'information, la vraie information. Le juge est là pour reconnaître si oui ou non la personne est coupable sur la base des preuves. Pas dire, bon, comme on a dit qu'il doit être coupable, qu'il soit coupable. Donc le juge doit être donc neutre, impartial, en se basant uniquement sur les preuves présentées et en évitant toute influence externe, notamment donc l'influence des médias.
Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le juge doit respecter un des principes également, c'est que le doute, dans le doute, il faut s'abstenir, on dit, mais pour le principe judiciaire, c'est que le doute profite à l'accusé. Dès qu'on a un petit doute, est-ce que c'est lui? Non, ça profite à l'accusé. On n'est pas des mercenaires pour dire coûte que coûte, puisqu'il n'y a que lui qu'on a arrêté, c'est lui qu'on doit, pour satisfaire l'opinion. Le juge n'est pas là pour satisfaire l'opinion. Le juge est là pour juger selon le dossier qui lui est présenté et selon les preuves qui lui sont présentées. Quitte à ce que l'opinion soit déçue, mais cette opinion-là, vous le savez, elle est manipulable. Le bourreau d'hier peut devenir le sauveur d'aujourd'hui. Alors que hier, on dit oh, aujourd'hui, oh. C'est ça. Les médias et la présomption d'innocence seront là déjà plus ou moins dit. Vous devez être conscient que vos reportages ont une influence. Si vous ne le savez pas, vraiment sachez-le. Même s'il n'y a que 5 personnes, notamment sur les réseaux là, il n'y a que 5 vues. Mais il y a déjà 5 personnes influencées. Et 5 personnes influencées, c'est 5 personnes qui relaient l'information. Vous ne verrez plus des gens vus sur votre publication. Mais il y a maintenant ce qui est distillé, rajouté, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous devez savoir que vos reportages ont une influence sur l'opinion publique. Et que votre style journalistique peut effectivement porter atteinte à la présomption d'innocence. Si vous n'avez aucune prudence dans le rendu, vous portez atteinte à la présomption d'innocence, qui est un principe universel, qui est un principe constitutionnel. Donc, essayons de revoir notre manière de présenter. Soyons toujours dans le conditionnel. Soyons toujours dans le conditionnel. Évitons de montrer les images, les visages des personnes poursuivies. Arrêtez. Évitons de donner les noms de ces personnes. Moi, je vois des gens de fois mettre même l'initiale de la personne. Évitons. Parce que si, en définitive, vous qui l'avez déjà présenté comme l'auteur des faits, et que vous venez assister à l'audience, et qu'on vous dit non, ce n'est pas lui qui a commis les faits, vous-même, comment vous sortez de là? Vous sortez de là, je pense quelqu'un de professionnel, il sera déçu. Il sera déçu du travail qu'il a dû faire. Parce que tout simplement, en réalité, il avait déjà présenté l'individu comme coupable. Vous devez donc, dans le rendu de vos reportages, avoir la prudence, la modération dans les termes. Tout ceci pour respecter le principe de la présomption d'innocence. Et ça nous ramène finalement à votre propre code. Que dit votre code? Le code donc de la communication. L'article 44 dit par exemple, donc le code de la communication, fait obligation aux journalistes de s'assurer que l'information qu'ils diffusent est juste.
et exact. Évitez d'exprimer des commentaires, des conjectures, des faits non vérifiés. Il lui est interdit l'insinuation, la calomnie, l'injure, l'altération des documents, la déformation des faits. Vous pouvez être un média bien suivi sans faire du sensationnel, sans l'injure. En restant professionnel, vous pouvez être des bons journalistes. Ce n'est pas un journal qui présente un individu torse nu, mais imaginez un seul instant que vous êtes connu, que c'est vous le propriétaire de ce journal, et que vous arrivez à une cérémonie et on vous présente un des parents de ce monsieur. Il vous dit, mais c'est vous qui avez présenté vos parents comme le ventre dehors, comme ça, et ainsi de suite. Est-ce que vous savez que finalement il a été reconnu non coupable? Qu'est-ce que vous allez faire? Et si c'était votre parent? Parce que je sais que les uns et les autres ont vécu cela de leurs propres parents vis-à-vis des journaux d'autres confrères. Vous allez certainement appeler votre confrère pour dire, ah, confrère, mais ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon. Bonjour. C'est un père de famille, est-ce que vous avez le droit de faire cela? Et puis en réalité, il y a encore une preuve. C'est pourquoi le code de la communication vous recommande et vous fait obligation d'être prudent, d'éviter l'excès, de vérifier les faits, de ne rien rajouter, ou de ne pas donner l'information pour convaincre l'opinion, pour dire que c'est lui. Il n'y a plus besoin de chercher. Mais qu'est-ce qu'on attend pour juger ce monsieur-là? Toutes les preuves sont réunies. Mais la justice, vraiment, elle est toujours lente. Ou bien ils sont en train de faire des règlements là-bas pour le faire sortir. Ça, ce sont des commandes. En réalité, vous discréditez la justice de votre propre pays. Ce n'est pas un juge camerounais, congolais qui viendrait juger ce compatriote-là. Ce sont ces Gabonais qui vont le juger. Et ces Gabonais vont juger par rapport aux éléments de preuve qui sont dans le dossier, pas par rapport à votre journal. Votre journal n'est pas une pièce du dossier. Vous savez, il y a des avocats ou des gens de foi, ou même de foi en enquête préliminaire, des enquêteurs qui vous mettent des coupures de journaux dans le dossier. La coupure, cette coupure-là, c'est quoi? C'est un élément de preuve? Ce n'est pas un élément de preuve. La preuve doit être recherchée, constatée, établie, mise dans le dossier. Elle est soumise à débat. Parce que la partie adverse peut venir remettre en cause cette preuve. C'est pourquoi on parlait tout à l'heure, vous ne devez même pas l'altération de documents. Nous voyons dans certains journaux, mais effectivement, le journal en réalité fait un faux. Soit pour protéger le mis en cause ou la personne poursuivie, ou pour discréditer la justice. Vous devez rester professionnel et revenir donc aux principes qui encadrent votre profession. L'article 87 dispose que les organes de presse doivent respecter les droits et la dignité d'autrui dans leur publication. Est-ce que, sincèrement, quand vous regardez dans le miroir, est-ce qu'à chaque fois, vous avez respecté les droits et la dignité des personnes dans vos publications? J'ai un ami, puisque tout se partage, il y a un reportage d'un média sur la chaleur
qui fait rage actuellement. Et puis, donc, recommande que pendant cette période, qu'on puisse beaucoup se déshydrater en buvant beaucoup d'eau et qu'on ne devrait pas prendre d'alcool pendant cette période. Et vous savez ce qui se passe dans ce reportage? On voit un monsieur qui est dans un bar, tout seul sur sa table, en train de boire une bière. Visage à découvert. Et le monsieur, je le reconnais. Je dis, oh, mais ça, c'est pas tel. Je me suis permis de lui envoyer le public. Mais quand il l'a regardé, il dit, quoi? Mais ils sont fous, ces messieurs-là, quoi. Je vais déposer une plainte contre eux. Et ça ne va, ils ne peuvent pas me faire ça. Vous parlez, vous recommandez aux gens de ne pas boire actuellement. Mais comment un journaliste sérieux va exposer un monsieur de cette manière? Il y a véritablement un problème. Est-ce que la dignité de ce monsieur a été préservée? Non. Et si finalement la personne se retourne contre vous pour demander des dommages-intérêts et que la somme qui sera effectivement prononcée par le juge venait complètement à fermer votre maison, parce que dès que vous allez payer ça, vous fermez, vous allez dire non, la justice est en train de tuer les médias, les maisons de presse. Parce que tout simplement, vous êtes vous-même la cause de vos propres malheurs. Vous vous êtes mis en marge de la loi. Et toutes les fois, vous allez vous mettre en marge de la loi, mais vous allez subir les affres de la justice. C'est pourquoi donc je disais que les journalistes doivent faire preuve de prudence et de responsabilité dans leur reportage. Prudence, responsabilité, préservation de la dignité, des droits. Vous-même, vous demandez à ce qu'on puisse respecter les droits des journalistes. Vous devez vous aussi respecter les droits de vos concitoyens. C'est seulement par ces mécanismes que nous serons tous égaux devant la loi et qu'il y aurait les équilibres nécessaires. Vous ne pouvez pas, vous, et surtout que depuis qu'il a été annoncé la dépénalisation des délits de presse, que vous pouvez vous dire, je peux salir n'importe qui comme je veux. Non. 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 Parce que indirectement, vous vous mettez déjà vous-même d'abord en danger avant toute saisine des juridictions compétentes. Parce que quelqu'un peut ne pas supporter. Imaginez-vous ce monsieur dont je parle avec sa bière et ainsi de suite. Sa femme, ses enfants, ses parents qui regardent ça. En fait, c'est le symbole de celui qui, en réalité, sous ces temps de chaleur, en réalité, lui continue à boire sa bière. Est-ce qu'on avait besoin pour la clarté de cette information, cette sensibilisation, de montrer quelqu'un en train de boire et montrer son visage? Est-ce qu'on avait besoin pour la crédibilité de l'information? On n'avait pas besoin de ça. En réalité, vous voulez tout simplement détruire l'image. Et je ne sais pas où est-ce que le monsieur allait chercher cette image. Peut-être c'est quelqu'un qui veut salir rien, tout simplement, que la réputation de ce monsieur. Donc, véritablement, ensemble, il nous est demandé, même nous-mêmes magistrats, depuis lors la phase d'enquête préliminaire, la phase d'instruction et la phase de jugement, de respecter la dignité des personnes qui sont présentées devant les juridictions. Vous devez parler à la personne avec déférence. Vous ne devez pas exprimer vos opinions, vos pulsions. Vous devez rester serein, respecter la personne. Et ne pas déjà montrer à la personne que tout est plié.
Sinon, vous n'êtes plus un juge impartial. Donc, c'est à vous également donc, de véritablement vous conformer aux dispositions relatives donc, à la déontologie et à l'éthique du journalisme ou des hommes de médias, qui est consigné clairement dans le code de la communication. Qu'est-ce qu'on peut effectivement quasiment dire au terme de tout cela? Ce sont les défis, les recommandations. Les défis. Et on l'a dit tout à l'heure, la première des choses, c'est toujours utiliser le conditionnel. Dans vos publications, utilisez le conditionnel et des termes neutres lors de la description des faits ou des accusations. Toujours le conditionnel. Évitez de publier des images ou des informations pouvant porter atteinte à la dignité et à la réputation des personnes impliquées. Évitez, évitez, évitez et encore évitez. Bien entendu, respectez les règles de déontologie et s'assurer que toute investigation journalistique est menée avec rigueur et éthique. La présomption d'innocence, c'est qu'il vous est demandé, vous, hommes de médias, de préserver les droits des personnes en conflit avec la loi. Préservez leur dignité. Et dites-vous que tant que ces personnes n'ont pas été reconnues coupables devant la juridiction de jugement et que cette décision est une décision définitive, ces personnes continuent de bénéficier de la présomption d'innocence. Parce que tout simplement, la cour criminelle ou le tribunal correctionnel peut reconnaître coupable et rentrer en voie de condamnation contre la personne présentée devant elle. Et suite à un recours, les juridictions supérieures peuvent venir remettre en cause le jugement ou l'arrêt. Nous avons vu, et je crois que, je ne sais pas si la procédure est déjà revenue, il y a un professeur d'université qui avait été présenté comme avoir assassiné une de ses étudiantes là au niveau de mère et enfant, Jean de Bourry. Il a été reconnu coupable devant, d'abord les médias l'ont présenté comme voilà. On a ramené tous les problèmes même de moyens sexuellement transmissibles, ainsi de suite, que les enseignants à l'université sont là pour effectivement ramasser toutes les petites étudiantes, ainsi de suite. On a parlé de crimes rituels. Cette personne a été reconnue coupable par la cour criminelle, mais la cour de cassation a cassé cet arrêt. Mais ce monsieur-là, je ne sais même pas si cette personne est encore capable de se présenter en public. Nous devons donc être conscients que la petite parcelle de pouvoir que nous avons peut faire de grands dégâts, peut détruire des familles, des vies, et peut détruire un pays. Vous voyez ce qui s'est passé tout dernièrement au Cameroun, avec la mort du journaliste. Mais on ne parle qu'aujourd'hui, parce que ce sont les médias qui relaient l'information. On ne parle aujourd'hui que de la mort de ce journaliste. Mais est-ce qu'on dit ce qu'il a dit avant qu'il ne soit tué? Quelles étaient les publications de ce monsieur qui ont certainement amené l'auteur présumé de cet assassinat à poser de tels actes? Vous voyez que vous-même, en recherchant le sensationnel, en fait,
dites-vous toujours que ce qui arrive aux autres peut un jour nous arriver. Ne pensez pas que non, ça c'est pour les autres. Mais moi qui me connais. Mais dès l'instant où vous faites une publication, on va vous connaître. Dès l'instant où vous salissez quelqu'un dans vos médias, on va vous connaître. D'ailleurs, d'abord, le monsieur, la victime va vous connaître. Ses parents, amis et connaissances vont vous connaître. Et seraient prêtes à vous faire payer cela, surtout si effectivement, elles ne se reconnaissent pas dans ce que vous avez fait. Donc vraiment prudence, conditionnelle, et vous ferez effectivement œuvre de justice parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai insisté là-dessus, notre travail commun, c'est la recherche de la vérité. Ce n'est pas que les gens soient condamnés. On recherche d'abord la vérité. Et comme on dit, trouver la vérité vous affranchira. En termes donc de conclusion, je pourrais dire que la présomption d'innocence est un pilier de la justice qui doit être scrupuleusement respecté par les journalistes pour garantir l'équité du traitement médiatique des affaires judiciaires et protéger les droits des individus. Je vous remercie.